Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine où je passe en revue les livres que j'ai lus durant la semaine, que j'ai commencé à lire, que j'ai terminé de lire. Il s'agit souvent d'une pile de 4, 5, 6 livres. Cette semaine, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Les voici. Alors, ce sont des livres assez différents les uns des autres que je vais commenter, je vais lire quelques extraits, je vais faire des liens qui ont toujours quelque chose d'arbitraire, puisque le choix de ces lectures ne s'inscrit pas dans un projet de lecture très élaboré, mais dans des intérêts variés qui me traversent. Et il y a pourtant des liens qui se font. On va voyager beaucoup dans l'espace et dans le temps, surtout dans le temps, quoique l'espace aussi, durant ce moment d'échange. Enfin, je m'échange avec moi-même pour l'instant, mais s'il peut y avoir un échange avec d'autres, pourquoi pas. Durant ce moment donc de réflexion sur la lecture, je vais parler de plein de choses qui nous feront voyager, nous rapprocheront peut-être aussi de nous-mêmes. Le voyage peut servir à ça, qui nous permettront d'aller voir ce qui s'est passé il y a longtemps. Alors je remonte le temps pour commencer avec le livre que j'ai terminé cette semaine, du moins l'un des livres que j'ai terminé cette semaine, j'en ai terminé 2 sur les 5, c'est Le Chant maléfique de Éric Foissier, dans la série du Bureau des affaires occultes, 4e volume, je crois qu'il y en a 5 pour le moment, de ces romans policiers qui se passent au 19e siècle, dans les années 1830, en 1832 en particulier pour celui-là. Et ce qui est intéressant dans ces romans policiers-là, dans ces romans donc qui datent des années 1800, mais qui datent, le roman date de 2020 et quelques, 2024, donc il est vraiment récent. C'est justement de revenir dans un monde, reconstituer ce monde du 19e siècle, 1830, un monde que les lecteurs, en tout cas que un certain nombre de lecteurs habitués aux grands romans classiques français connaissent. Ça se passe à Paris et ici aussi en Vendée. C'est le monde des œuvres de Balzac, c'est Victor Hugo. C'est aussi, en tout cas dans ce livre-là, j'ai pas mal pensé à Alexandre Dumas ou des gens comme ça. Donc on est dans cette grande littérature-là, aussi dans la forme, et puis on est dans le roman policier aussi, plus moderne. Et on mélange les deux. Alors il y a 2 histoires qui nous sont racontées en parallèle, puisqu'on a des personnages qui sont récurrents. Là aussi, c'est une tradition qui vient du 19e siècle et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. On a le personnage de Valentin Verne, le chef de ce bureau des affaires occultes, qui est envoyé en Vendée dans un moment où ce qu'on appelait les légitimistes, qui voulaient le retour des rois légitimes selon eux, alors que la royauté a été prise par une autre branche de la même famille en 1830. Bref, donc ces gens-là complotent, il y a des meurtres qui ont lieu, qui sont assez étranges, liés à un chant maléfique, d'où le titre du livre, et donc ils se trouvent un peu mêlés à tout ça, sous une fausse identité. En plus, il y a une certaine ambiguïté vu l'identité réelle, mais que personne ne connaît, sinon lui et quelques rares personnes, de Valentin, qui est fils d'un frère du roi, enfin bref, donc il pourrait lui-même jouer un rôle, mais qu'il se garde bien de faire, du moins pour l'instant. C'est quelque chose qui peut-être sera exploité dans les romans futurs, je l'espère. Puis il y a une deuxième histoire qui est racontée en parallèle, qui se passe à Paris, où se passaient les 3 premiers volumes, où Aglaé Marceau, l'amante désormais, et la collègue, ce qui est beaucoup plus rare pour l'époque, de Valentin, enquête sur une histoire
d'un homme qui a été tué lors d'un bal masqué. Et donc là aussi, il y a plein de rebondissements. Et les deux histoires nous sont racontées en parallèle. Alors elles se rejoignent pas vraiment. Moi, j'aurais espéré que tout d'un coup, il y a un lien, mais il n'y en avait pas vraiment. Mais donc, on suit ces deux histoires avec intérêt. Et, alors, je ne vais pas raconter les histoires, mais c'est une série que je trouve toujours intéressante, et je lis ça avec plaisir. Donc je vais sans doute aller lire le volume suivant qui existe déjà. Alors peut-être pas tout de suite, on verra bien. Mais en tout cas, c'est plein de rebondissements aussi, où on croit avoir découvert la réalité des choses. On se dit, ah ben oui, c'est lui l'assassin, là je l'ai trouvé assez vite. Mais en même temps, il y a d'autres histoires qui elles, sont beaucoup plus emberlificotées et qui a des rebondissements. Et évidemment, c'est ce qu'on attend aussi d'un roman policier. Donc c'est un bon roman policier, une série que j'aime bien. Donc celle du Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier, ici avec le chant maléfique. Mais je vais continuer le voyage dans le temps, voyage dans l'espace, disais-je. Alors, on va voyager plus loin dans le temps. On va peut-être remonter le temps, tiens, pour prendre un ordre, donner un ordre à ce journal. 19e siècle, passons au 18e siècle avec les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Confessions de Jean-Jacques Rousseau, alors là, on a effectivement un texte écrit au 18e siècle qui parle de la vie de l'auteur lui-même, donc qui est contemporain de ce qu'il raconte. Et Jean-Jacques Rousseau, dans les Confessions, nous raconte sa vie. Alors j'en suis au livre 10e sur 12. Je m'approche lentement de la fin. Ça fait un moment que ces Confessions de Jean-Jacques Rousseau m'occupent, même si ce n'est pas ma lecture principale. C'est une lecture qui avance lentement. Là, la partie que je suis en train de lire, c'est le moment où il commence à se méfier de tout le monde, où il est protégé par ses amis parisiens, notamment Madame d'Épinay, et puis où il va se fâcher aussi avec ses mêmes amis qui n'en sont plus. Il va se fâcher notamment avec Denis Diderot, avec le baron d'Holbach, avec d'autres, avec Grimm, qui est décrit de manière très très négative. Et lui-même, Rousseau, se présente comme une sorte de personnage d'une moralité supérieure qui est persécuté par tous les autres parce qu'il dédaigne la vie en société, la grande ville parisienne et les salons pour aller se réfugier dans des endroits solitaires et pour magnifier cette idée-là. C'est pas encore les rêveries du promeneur solitaire, c'est ici le moment où il se retire dans un lieu qui s'appelle l'Ermitage, où il y écrit notamment la Nouvelle Héloïse, et aussi il parle de sa lettre à d'Alembert et d'autres livres important. Donc c'est une période très créative, mais où il tombe amoureux d'une femme, mais c'est un amour chaste. Et là aussi, c'est plein d'ambiguïté dans les relations humaines. On sent que Rousseau n'est pas très doué, et puis surtout, il y a un côté très fier du personnage, alors qu'il y a parfois un peu agaçant, pour être franc. C'est ce qui m'avait déjà agacé quand j'avais lu Les rêveries du promeneur solitaire, justement. Et là, je trouve qu'on retrouve ce ton complotiste un peu de Rousseau, qu'on n'a pas vraiment au début de ses confessions. C'est pour ça que peut-être que j'avance lentement dans la fin de cette histoire-là, c'est l'histoire de la vie de Rousseau, c'est que, oui, il commence un peu à me barber, mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Voilà un extrait de ces confessions dans le livre 10e. C'est donc ici que je crois pouvoir
fixer l'établissement d'un système adopté depuis par ceux qui disposent de moi avec un progrès et un succès si rapide qu'il tiendrait du prodige pour qui ne saurait pas quelle facilité tout ce qui favorise la malignité des hommes trouve à s'établir. Il faut tâcher d'expliquer en peu de mots ce que cet obscur et profond système a de visible à mes yeux. Il y a vraiment ce sentiment qu'il y a un système qui est contre lui. Il y a plein de gens qui ont cette vision-là aujourd'hui. C'est pas ce qu'on appelle le rousseauisme aujourd'hui, mais Rousseau est vraiment dans cette manière de voir les choses. Avec un nom déjà célèbre et connu dans toute l'Europe, j'avais conservé la simplicité de mes premiers goûts. Ma mortelle aversion pour tout ce qui s'appelait parti, faction, cabale, m'avait maintenu libre, indépendant, sans autre chaîne que les attachements de mon cœur. Seul, étranger, isolé, sans appui, sans famille, ne tenant qu'à mes principes et à mes devoirs, je suivais avec intrépidité les routes de la droiture, ne flattant, ne ménageant jamais personne aux dépens de la justice et de la vérité. De plus, retiré depuis 2 ans dans la solitude, sans correspondance de nouvelles, sans relation des affaires du monde, sans être instruit ni curieux de rien, je vivais à 4 lieues de Paris, aussi séparé de cette capitale par mon incurie que je l'aurais été par les mers dans l'île de Tinian. Tinian ou Tignon, je ne sais pas exactement où c'est une île de l'archipel des Mariannes, me dit la note qui se trouve en bas de page. Grimm, Diderot, D'Holbach, au contraire, au centre du tourbillon, vivaient répandus dans le plus grand monde et s'en partageaient presque entre eux toutes les sphères. Grands, beaux esprits, gens de lettres, gens de robe, femmes, ils pouvaient de concert se faire écouter partout. On doit voir déjà l'avantage que cette position donne à 3 hommes bien unis contre un 4e, dans celle où je me trouvais. Donc voilà le complot de Grimm, Diderot, d'Holbach contre donc Jean-Jacques Rousseau. Voilà, en tout cas ce que lui il perçoit. Et il correspond au fond, Rousseau, à ce mythe du bon sauvage qu'il élabore aussi dans son œuvre, en s'identifiant lui-même à ce bon sauvage, alors que la société corrompt ses anciens amis. Alors, ils s'écrivent des lettres qui sont bourrées de malentendus, semble-t-il. En tout cas, avec Diderot, il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup de malentendus. Sur Grimm, il est beaucoup plus méchant. Mais voilà, et donc, s'inscrit ou commence un complot ou une paranoïa de Rousseau qui va petit à petit l'isoler. Il cherche cet isolement, mais il le fuit aussi. Il revient dîner avec certains de ses amis, mais tout cela commence à peser. Et donc, c'est assez intéressant de voir cette tension-là. Chez ce personnage-là, on comprend peut-être mieux aussi sa pensée quand on lit les éléments de sa vie. Donc c'est tout à fait intéressant d'essayer de comprendre, et c'est ce que lui-même cherche à faire profondément, qui il est, et de ne pas cacher ses défauts, même si on sent qu'il y a peut-être un certain aveuglement du personnage, ou au contraire, peut-être, est-il lucide beaucoup plus que les autres. Là, je ne vais pas répondre à cette question. Il faudrait évidemment aller lire ce qu'écrivent Diderot ou Grimm ou le baron d'Holbach sur Rousseau, et puis se faire une opinion. Ce sera peut-être quelque chose qui m'occupera plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, je poursuis vaille que vaille la lecture des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Continuons notre petit parcours, notre voyage dans le temps. On va remonter encore le temps. Alors les 2 livres suivants nous amènent plus ou moins à la même période. Je vais commencer, alors là la chronologie peut-être qu'elle est faussée, mais c'est pas grave. Je vais commencer par ce livre-là, cette bande dessinée, qui s'appelle donc Les Sentiers d'Anahuac, par Romain Bertrand et Jean Dittard, publié chez La Découverte Delcourt. Delcourt, c'est le grand
d'éditeur de bande dessinée. Et Découverte, on est dans un format ici qui raconte une histoire, qui met en avant une période historique et également les images liées à cette époque-là. On le voit bien sur la couverture, on a deux mondes qui se confrontent. On est cette fois au XVIe, au début du XVIIe siècle, avec l'Amérique, les Aztèques, ou ceux qu'on appelle depuis l'Europe les Aztèques, et les Espagnols, chrétiens, qui viennent s'y établir, et puis les rapports entre les deux qui sont extrêmement complexes. Dans ce livre-là, il y a une petite illustration ici avec un petit glossaire, parce qu'on a des mots en nahuatl et des mots en espagnol qui sont présents. Puis on a des espèces d'images qu'on appelle des glyphes dans ce texte-là, qui est très original par son dessin. Voilà une page liminaire où on voit des personnages dans une représentation assez particulière. Là, on est dans une représentation, on va dire, à l'européenne, et puis s'intègrent là au milieu des représentations beaucoup plus liées au monde aztèque. Alors de quoi s'agit-il ? On suit plusieurs personnages, on suit en particulier un personnage, dans ses premières pages, on voit des personnages en couleur, ce sont les Aztèques, et ce petit homme ici va suivre un moine, et ce petit homme va vraiment suivre ce moine qui assiste à la mise à mort au bûcher d'un homme qui avait continué à pratiquer sa religion traditionnelle aztèque alors qu'il aurait dû être converti au christianisme. Et ça choque l'un de ces moines qui est venu pourtant évangéliser cette région-là, et qui va petit à petit mettre en place un système ou un projet qui consiste à recueillir des informations sur la vie et la religion et l'histoire du peuple aztèque, et qui va consacrer sa vie à faire ceci. Et pour cela, il a besoin, alors à la fois de disciples convertis, donc Antonio, le personnage principal, celui qu'on voit en couleur ici, va être en grande partie le narrateur de cette histoire, et va à la fois être initié au christianisme. Il va devenir prof de latin dans un lieu tenu par des moines franciscains, et puis en même temps, les moines franciscains, et en particulier ce moine donc, qui a existé, je vais essayer de retrouver son nom à la fin, il y a un petit historique qui est donné, je vais trouver son nom, Bernardino de Sahagún, qui donc écrit un grand livre sur l'histoire de cette région-là. Ce grand livre, c'est là aussi, j'essaye de leur trouver le titre. Voilà, l'histoire générale des choses de Nouvelle-Espagne, qu'on appelle aussi le Codex de Florence, puisqu'il existe véritablement dans les archives de Florence. Et donc, on assiste à toute cette histoire-là, avec cette confrontation de ces deux mondes qui donnent lieu à des dessins assez intéressants, comme on peut le voir ici, qui montrent les batailles entre les Espagnols et les Aztèques, notamment, vues par les Aztèques et parfois vues par les Espagnols. Donc, on essaye ici, au fond, une sorte d'histoire qui n'est pas l'histoire située d'un côté qui ne voit que cela du point de vue espagnol ou du point de vue aztèque, mais les deux en même temps. La présence des dieux aztèques qui sont cruels, mais les Espagnols le sont tout autant. Et puis il y a ce dialogue qui se crée avec les anciens
qui viennent témoigner, qui sont des sources extraordinaires pour cette histoire du monde aztèque, qui est recueilli donc dans ce livre. Et on voit ici les échanges qui ont lieu, qui font qu'on traduit à la fois en latin et en nahuatl, et que le texte mélange les deux langues. Et donc c'est un livre qui est très très intéressant par l'histoire qu'il nous raconte, une histoire qu'on connaît assez peu finalement, à la fois d'échanges parfois violents. Ce livre-là, c'est un livre qui va susciter beaucoup d'opposition, il va y avoir plein d'embûches, un peu à l'image de l'encyclopédie. On était au XVIIIe siècle avant, c'est une sorte d'ailleurs d'encyclopédie qui est liée donc à ce nouveau monde, mais aussi à ce qui, pour les Aztèques, est un ancien monde qui est en voie de destruction. Donc c'est vraiment très très intéressant de parcourir ces images-là. Et les images, les dessins sont très beaux. Tiens, voyons encore une image ici où on voit la confrontation des deux mondes qui se fait donc dans les sentiers d'Anahuac de Romain Bertrand et Jean Dittard. Je poursuis ma revue des livres lus ou en cours de lecture, avec un livre en cours de lecture et à peine commencé, donc je ne vais pas en parler longtemps, j'y reviendrai, mais qui nous renvoie à peu près à la même époque, un tout petit peu après, et qui là va rester du côté espagnol, et en même temps, c'est un livre qui date du XXIe siècle, lui aussi. Quichotte, autoportrait chevaleresque de Éric Pessan. Donc, c'est un livre qui est lié à Don Quichotte, mais qui est aussi un autoportrait. Je lis peut-être la 4e de couverture ici. S'est-on jamais demandé ce que ferait Don Quichotte aujourd'hui ? Accablé par les nouvelles venues des 4 coins du monde, toutes plus terribles les unes que les autres, l'auteur de ce livre ne trouve de consolation que dans la littérature. Là se trouve l'ultime façon de résister au monde tel qu'il est. Ça, je dois vous avouer que je suis absolument d'accord avec cette phrase-là. Là se trouvent les héros. Là se trouve le fabuleux chevalier à la triste figure que l'auteur invite à revenir parmi nous. Notre triste époque ne fourmille-t-elle pas d'éplorés à protéger, de torts à redresser ? Et si, mieux encore que la consolation, de la littérature venait le salut ? Oui, on a envie de répondre oui, bien sûr. Alors je ne vais pas parler beaucoup de ce livre parce que j'en suis à la page 20 seulement et je n'ai pas encore véritablement commencé la lecture des aventures de Quichotte ou des aventures d'Éric Pessan dans son autoportrait chevaleresque. Au tout début, il y a un prologue où il s'adresse au lecteur oisif, écrit Cervantes dans le prologue du Quichotte. Son prologue mime le prologue du Quichotte. Et puis après, il y a quelque chose de très intéressant, c'est des lettres de recommandation de la part d'autres auteurs, comme on l'a aussi dans le Don Quichotte original, où on a au début des poèmes souvent ou des textes écrits par d'autres écrivains pour recommander ce livre-là. C'était une tradition qui se faisait, qui avait lieu à l'époque, en 1600, quand a été publié Don Quichotte. Et là, on a au Quichotte, lettre de recommandation au jeune écrivain par Erdogan Mayayo, transmis par Antoine Volodine. Antoine Volodine et ses multiples noms, et qui écrit donc ici. Et puis ensuite, on a pour Quichotte, Nicole Caligaris, Moby Dick à Rocinante, Christian Garcin, ou encore Épître au Ferblantier par Dulcinée du Toboso, Pierre Senges ou Son, je ne sais pas comment ça se dit. Bref, on a un certain nombre de lettres de recommandation qui nous inscrivent dans une tradition qui est celle du Quichotte. Donc on essaye de faire comme à l'époque, comme au fond dans les sentiers de Nahuatl tout à l'heure, on avait je vais essayer de le dire juste quand même, les sentiers d'Anahuac, où on avait le dessin
qui se voulait proche de celui des Aztèques eux-mêmes. Et donc ici aussi, on essaye d'imiter à quelque part le Quichotte, et que fera Don Quichotte quand il reviendra? Voilà une question que je me réjouis de voir, dont je me réjouis de voir la réponse. Mais laissons Don Quichotte tranquille un petit moment. Alors on va quitter ce voyage, terminer le voyage si vous voulez, en revenant à ce qui est notre voyage le plus proche, c'est-à-dire le corps. Alors ici, j'ai commencé la lecture d'un livre assez étrange, parce que c'est 2 livres en un. Régine de Tambel, Blason d'un corps masculin, Jacques Sérénat, Esprit de corps. Alors publié chez Esprit Voltaire. J'ai découvert ce que c'était que cet Esprit Voltaire. Alors évidemment, après avoir lu Jean-Jacques Rousseau, aller du côté de Voltaire peut paraître un peu provocateur, mais le lien avec Voltaire n'est pas si évident que ça. C'est visiblement une association via Voltaire qui est liée aux souffrances physiques et psychologiques, les douleurs psychologiques et physiques, les difficultés sociales et juridiques peuvent induire l'isolement et l'exclusion de la personne malade. Donc, c'est des éditions autour de la maladie. Mais au fond, est-ce qu'il est question de maladie dans ces livres, ce livre ou ces livres-là? Pas tout à fait, du moins dans le premier texte, Blason d'un corps masculin de Régine de Tambel. C'est pour ce texte-là, je cherchais des blasons de corps masculin, parce que il y a des blasons du corps féminin dans la tradition de la poésie, notamment, on trouve ça partout, tout le temps. Des descriptions du corps féminin, érotisé, etc. C'est une tradition qui traverse toute l'histoire de la littérature, celle du corps masculin, d'un point de vue féminin ici. On le trouve un tout petit peu chez Louise Labbé, des gens comme ça, mais ça reste très en retrait par rapport au blason du corps féminin. Mais là, on a donc un texte qui raconte le corps d'un homme vu par une femme, par la femme dont il est l'amant, dont il est le plus proche compagnon. Une histoire d'un corps raconté au passé d'ailleurs, ce qui évidemment induit une certaine mélancolie. On a le sentiment, même si on ne nous raconte pas qui est cet homme, qui est cette femme. C'est une elle, et puis c'est un lui. Et c'est au passé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique là-dedans? Je ne sais pas. En tout cas, il y a ce rapport au plus proche du corps, des parties du corps. Dans le blason, on détaille les parties du corps, on zoome en très gros plan sur des lieux du corps. Alors, parfois, dans une érotisation du corps, de parties du corps qui sont plus ou moins facilement érotisables. Et donc, ici, un point de vue de femme sur le corps d'un homme, c'est très dérangeant. Enfin, dérangeant. En tout cas, ça déplace le regard, notamment mon regard masculin. Alors, un petit extrait peut-être pour vous montrer à quoi ça ressemble. Elle aimait quand de sa manche il sortait son muscle biceps. C'était un galet arrondi, superbe, plein de ciselures et partagé par une grosse artère nourricière. Ses muscles masséters, oui, alors la terminologie des muscles n'est pas mon fort, mais bon. Ses muscles masséters étaient les plus belles pierres de sa collection. Il aurait pu mâcher des lianes et toutes les sortes de fibres de bois tellement ils étaient forts. D'ailleurs, son haleine sentait l'écorce. Quand il avait bu du thé ou de la tisane de tilleul, elle lui ouvrait la bouche pour la humer. Elle y respirait l'odeur des croûtes de bois soulevées sur les poteaux télégraphiques par les crampons d'acier des ouvriers, le liège frais et cette éponge souple qui constitue le tronc et qu'on appelle le libère. Alors, il était un homme bâti de pierre et de bois. Il pouvait vivre en lui, elle pouvait vivre en lui, exactement comme dans une cabane. Elle s'y réfugiait, le vent
pouvait souffler et cela ne la dérangeait pas. Quand elle posait sa tête lourde sur son ventre, elle réveillait les animaux fabuleux qui peuplaient son abdomen et les écoutait mugir, feuler, souffler, claquer, glapir. Il était comme les jouets d'enfants qui couinent quand on les pince. Parfois, quand elle appuyait très fort, ses intestins miaulaient plus haut qu'une carte postale sonore au centre matelassé. Son ventre était une peluche bruyante qu'elle secouait, pouvait masser, faire rouler sous ses doigts. Il était râleur comme ces petites boîtes qui meuglent quand on les retourne. Plus haut à l'estomac, les bruits étaient paludéens, de bulles qui montent le long des berges quand on pêche, de vases, de boue, de pluie tombée en cercles concentriques, rapides comme des pattes de neppe sur la rivière, de poissons qui gobent. Voilà toutes les images qui permettent de décrire un corps masculin pour une fois. Et puis, il y a un deuxième texte, donc, dans ce livre-là, Esprit de corps de Jacques Serena, qui est une sorte d'écho au texte précédent. Évidemment, il y a le corps qui est le lien entre les deux. Alors, je vais moins parler de ce texte-là, parce que je l'ai à peine commencé dans ma lecture, donc je pense que la semaine prochaine, il sera un peu plus question de ce texte-là, qui est lui aussi très court. C'est deux textes eux-mêmes vraiment courts. Esprit de corps. Alors là, on est plus, me semble-t-il, dans le corps malade, dans une expérience de son propre corps déjà, plutôt, et de son propre corps malade. Voilà comment ça commence. Le mal qui m'a tenu longtemps, échoué dans ma cuisine, tend à se calmer. Et là, on est au présent, même s'il y a un passé qui est évoqué. Les autres ne doivent plus trop voir s'écouler de ma bouche incomplètement fermée ces jaillissements grisâtres qui les intriguaient, les agaçaient, comme si je le faisais exprès, comme si ça venait de moi, et peut-être après tout que ça provenait du plus profond de moi, pour ressortir par ma bouche, mes yeux, mon nez. Quoi qu'il en soit, ça s'était atténué. Et la désorganisation autour de moi aussi s'est bien aplanie, a fini aussi par s'apesantir, toute la confusion qui a régné aux alentours de ce corps échoué qui semblait être désormais moi, après que j'ai commencé à comprendre que Combes ne rentrerait plus. Alors là, on a une séparation. La séparation dans le texte précédent, celui de Régine de Tambel, on la devine tout à la fin. Quand il partira, il y a un futur. Quand il partira, elle pleurera. Elle ira pleurer sur le petit pot de trèfle incarnat sur le balcon, etc. Et c'est un futur qui semble passer. Ici, on est dans un présent lié à un départ. Combes, alors, qui est-ce ? Un nom étrange, donc on ne sait pas trop, en tout cas en lisant le début, de quoi il s'agit. Dans cet esprit de corps, on voit bien d'ailleurs le paradoxe de l'expression esprit de corps, expression un peu figée, mais le corps et l'esprit sont-ils unis ou séparés ? La maladie est-elle ce qui sépare le corps de l'esprit, peut-être en préambule à la mort, qui dans ces questions de corps sont aussi, est toujours un peu quelque chose qui plane, qui est présent en écho, en futur inévitable. Et donc voilà, Esprit de corps de Jacques Serena, donc dans ce petit livre double autour du corps, dont je reparlerai. Mais voilà, c'était les livres de la semaine, donc la semaine prochaine on reparlera de certains de ces livres, il y aura toujours et encore, et peut-être encore pour un certain temps Jean-Jacques Rousseau, il y aura toujours et encore ces histoires de corps dont je viens de parler, Don Quichotte vu par Éric Besson aujourd'hui. Je reviendrai sans doute aussi à Nathalie Sarraute. Bref, on continue à lire. Et pour l'instant, je vous souhaite au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.